Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Laurent Vinikoff, neurochirurgien spécialisé dans la chirurgie du rachis. J'ai commencé mon expérience médicale en tant qu'externe des hôpitaux de Strasbourg il y a fort longtemps. Je suis devenu ensuite interne des hôpitaux et enfin chef de clinique assistant des hôpitaux, surtout à Paris, pour ensuite aborder une carrière dans la chirurgie en libéral à Tours et actuellement à Muret, à côté de Toulouse, et également à Andorre. J'ai opéré plus de 6400 patients et vu plus de 64 000 patients en consultation. Je vais faire quelques petits rappels avant de rentrer dans le dur du sujet. Les informations qui sont apportées par la présentation sont plus claires et les plus possibles, mais ne seront pas exhaustives, donc je n'hésiterai pas à répondre à certaines questions si cela est possible. Tous les patients sont différents et donc toutes les données qui vont être exposées sont générales, doivent être adaptées en fonction des cas personnels et des besoins de chacun. Et pour finir, cette présentation ne peut remplacer une consultation ou un avis médical circonstancié. Donc je vais donc aborder un premier chapitre. Donc le premier chapitre, ça va concerner les mythes et réalités autour du dos. Ensuite, on abordera l'anatomie, car on ne peut pas comprendre les pathologies du dos sans en connaître les points clés anatomiques. Et ensuite, nous aborderons quelques points de pathologie et surtout, ce qui nous intéresse tous, c'est quelles sont les mesures à entreprendre pour avoir le meilleur dos possible, ou si on a un dos fatigué ou douloureux, comment le gérer au quotidien. Donc je vais faire un état des lieux rapide de tout ce qu'on peut entendre autour du dos, les mythes et réalités. Il y a déjà quelques chiffres très importants et qui sont parfaitement réels. Il faut savoir que 80% d'entre nous, dans la population française, allons avoir à un moment ou à un autre de notre vie une douleur dans le dos, qui la plupart du temps sera résolutive spontanément, mais il faut savoir que dans 73% des cas, dans l'année qui va suivre cet épisode douloureux, il y aura une récidive. Et enfin, chez les patients qui ont eu un épisode de douleur dans le dos, il y a quand même 10% d'entre eux qui vont développer une douleur chronique. Et ces 10%-là posent apparemment un problème pour la sécurité sociale, puisque les dépenses de santé qui sont liées à cette pathologie représentent environ 7 milliards d'euros, qui comprend donc les arrêts de travail, indemnités, traitements, médicaments, chirurgie, rééducation. Et donc ça constitue un problème de santé publique qui est pris à bras-le-corps par la sécurité sociale, mais également par la Haute Autorité de Santé. Les idées reçues sur le dos, bon, elles sont multiples. Je vais vous citer quelques expressions que j'entends dans mon cabinet, donc c'est du vécu, je vous parle de ce que j'ai vu, connu et vécu. Par exemple, j'entends souvent, et même dans les médias, oui, le mal de dos, c'est la maladie du siècle, mais cela dit, sachez que ça ne date pas d'hier. Tout le monde a eu, dès que l'homme a pu se mettre debout, s'ériger, être en situation de bipède, il a commencé à avoir mal au dos. On trouve d'ailleurs un papyrus qui date du XVIe siècle avant Jésus-Christ, qui a été écrit par Imhotep, un des médecins égyptiens, qui avait décrit dans ce papyrus la première entorse du rachis et son traitement, et la prise en charge de la douleur et son immobilisation. C'est un papyrus qui a été découvert à la fin du XIXe siècle par un Anglais et traduit par un Allemand, Ebers. Hippocrate, au 7e siècle, que vous connaissez tous avant Jésus-Christ, faisait déjà état de l'importance de l'hygiène et de la bonne santé du dos, et il proposait à l'époque déjà des thérapies du rachis, notamment sur les manipulations et surtout les tractions. On lui doit l'invention de la première table de traction pour le rachis, pour traiter les douleurs lombaires et probablement certaines fractures. Et plus tard, Galien, à la fin du 1er siècle, et Avicenne, médecin du 9e siècle, ont écrit divers ouvrages dans lesquels ils décrivent les prises en charge de douleurs du rachis et ils préconisent d'ailleurs des manipulations. L'autre phrase qu'on peut entendre, c'est une fatalité, c'est génétique, j'ai pas de chance, ça me tombe sur le dos, c'est le cas de le dire. Alors la génétique effectivement entre en ligne de compte évidemment dans les profils de rachis que nous allons voir, mais ce n'est pas forcément une fatalité, car nous avons l'environnement qui joue, nous avons l'épigénétique qui dépend également de l'environnement, et tout ceci n'est pas univoque, ce n'est pas uniquement que génétique, ce serait trop facile.
L'autre expression qu'on peut entendre, c'est « ça y est, j'aurai toujours mal au dos, je suis foutu, ma vie est foutue, je ne pourrai jamais être comme avant ». Alors il faut savoir que la vie, c'est jamais être comme avant, c'est plutôt une marche en avant et une adaptation aux événements de la vie et aux événements extérieurs. Et ce n'est pas non plus une fatalité. Justement, c'est le sujet de notre propos aujourd'hui, c'est que nous allons voir qu'il y a des moyens de prendre en charge ces douleurs, de les prévenir et d'avoir le meilleur doux possible pour pouvoir traverser la vie sans encombre. Autre expression qu'on entend, c'est « la douleur est tellement importante, docteur, je pense que c'est grave ». Alors, il faut savoir que l'intensité de la douleur ne signifie pas la gravité de la peut-être pathologie qui est sous-jacente. A contrario, une douleur modérée peut cacher une pathologie beaucoup plus sérieuse et grave. Donc il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité de la douleur et la gravité d'une possible pathologie. Il y a d'autres expressions sur lesquelles j'aimerais bien revenir, qu'on entend, c'est « Ah docteur, j'ai mal au sciatique ». Et quand je leur pose la question « Mais vous avez mal dans la jambe ?»« Non, non docteur, j'ai mal au sciatique ». Ils indiquent la région de la fesse et du bas du dos. Alors ce n'est pas une douleur sciatique. Une douleur sciatique, nous allons voir, mais je vais en parler tout de suite. C'est une douleur qui part du dos, qui va dans la fesse et qui trace dans la jambe et qui suit le trajet d'un nerf très précis. Donc toute douleur dans le dos n'est pas une sciatique. Toute douleur dans la jambe n'est pas non plus une sciatique, c'est pour ça que la pratique médicale et l'examen clinique n'est pas facile, car les gens qui viennent se plaindre d'une douleur dans la jambe vous disent oui, c'est une sciatique, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des douleurs dans la jambe sans que le nerf soit coincé. C'est ce qu'on appelle des douleurs référées. C'est une douleur qui part du dos, effectivement, mais qui n'est pas une compression du nerf directement. Une douleur projetée ou référée, mais on va en parler tout à l'heure. Et donc, il faut faire attention aux erreurs de langage, et c'est pour ça que nous, médecins, on écoute les gens qui racontent leurs histoires avec leurs mots, et donc on est obligé de retraduire dans notre jargon la pathologie pour pouvoir l'organiser, la comprendre, et ensuite pouvoir progresser dans la compréhension de cette pathologie et peut-être trouver la cause et tous les traitements ou les traitements à proposer pour aider le patient. On va aborder donc les origines du mal de dos, et pour cela, on ne peut pas passer à côté de l'étude anatomique du rachis. Le rachis, qu'est-ce que c'est? C'est le dos. Le dos, ce sont un empilement de vertèbres, et on appelle ça le rachis, ou la colonne vertébrale, c'est exactement la même chose. Donc si vous m'entendez dire rachis, pensez colonne vertébrale, et si je parle de colonne vertébrale, ben c'est le rachis. Donc on va aborder différents aspects de l'anatomie qu'il faut absolument connaître pour vraiment appréhender et comprendre les pathologies et des méthodes thérapeutiques qu'on pourra apporter. Donc je vais rappeler certains faits anatomiques. La première chose, c'est que si on regarde une colonne idéale, on remarque que c'est un empilement de pièces osseuses qu'on appelle vertèbres. Il y a une colonne qui n'est pas droite, vous voyez qu'elle présente des courbures, et ceci est dû à notre statut de bipède. On ne retrouve pas ça, par exemple, chez les quadrupèdes, le chat, le chien, par exemple. Et donc, cette colonne, elle présente plusieurs courbures, et elle présente également des vertèbres qui ont des morphotypes différents en fonction du niveau que l'on étudie. Ainsi, au niveau cervical, on possède 7 vertèbres cervicales qui n'ont pas du tout la même forme que les 12 vertèbres thoraciques qui leur font suite. Et ensuite, nous avons les vertèbres lombaires qui vont s'articuler avec le sacrum. Et donc, en ce qui concerne la colonne cervicale, donc il y a 7 vertèbres, lorsque vous avez une douleur au niveau du rachis cervical, dans notre jargon, on appelle ça une cervicalgie. Dans cervicalgie, il y a cervical et algie qui veut dire douleur de la colonne cervicale. Si vous avez une douleur du rachis thoracique, ou de la colonne thoracique, vous allez avoir une dorsalgie. Enfin, lorsque vous avez une douleur lombaire, vous avez une lombalgie. C'est pour ça que votre médecin vous parle de lombalgie, alors que vous dites oui, j'ai mal au dos, j'ai un lumbago, etc. Nous, on appelle ça une lombalgie, donc une algie, une douleur du bas du dos. Mais vous pouvez également avoir des douleurs qui concernent le sacrum, sur lequel repose la colonne, et on appelle ça une sacralgie, voire même
au bout du sacrum, vous avez le coccyx, on appelle ça une coccydynie. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais nous, au fur et à mesure, on traduit ça dans notre langage. Et également, la colonne repose sur le sacrum qui lui-même s'articule avec les ailes iliaques, et les ailes iliaques s'articulent devant par les symphyses pubiennes, le pubis, on appelle ça, et on peut avoir également des douleurs pubiennes qui sont liées au rachis, qu'on appelle, vous le connaissez je pense, les pubalgies. Donc, autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que souvent on me dit « oui docteur, j'ai une hernie, par exemple une hernie discale lombaire », ça je crois que tout le monde sait ce que c'est, la moelle elle est comprimée. Bon, alors je vais vous rassurer, ou pas, mais la moelle épinière, elle est plus courte que la colonne, et donc elle ne va pas jusqu'en bas du dos. La moelle épinière, elle s'arrête en regard du disque L1, L2. Alors quand je dis L1, L2, c'est première vertèbre lombaire, deuxième vertèbre lombaire. Et quand on prend la colonne lombaire, il y a 5 vertèbres lombaires, on commence par L1, L2, L3, L4, L5 jusqu'au sacrum. Et donc vous imaginez bien que cette moelle épinière, elle s'arrête en L1, L2, donc elle est beaucoup plus courte que la colonne vertébrale. Il peut arriver que la moelle épinière aille plus bas, mais ça c'est une pathologie qu'on appelle une moelle basse attachée, qu'on retrouve dans les populations pédiatriques. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Cette moelle épinière qui inquiète tant les patients, et ils ont raison, elle flotte dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, et c'est ce liquide qu'on récupère quand on fait une ponction lombaire, vous savez, cette piqûre dans le dos, on récupère ce liquide pour analyser de manière biochimique et au microscope pour chercher certains éléments pathologiques. Et donc ce liquide céphalo-rachidien, il nourrit et protège cette moelle épinière donc qui flotte et qui est maintenue par certains ligaments, par ses racines. Et elle est également protégée donc, par son enceinte osseuse, par les vertèbres et les arcs postérieurs au sein desquels la moelle épinière se retrouve. Alors on va voir le rôle de la vertèbre. Je viens de l'évoquer à l'instant. La vertèbre, elle est là pour articuler le rachis. Elle constitue les diverses pièces nombreuses de la colonne vertébrale qu'on peut comparer à un mât d'un navire. Et elle est également dévolue à la protection des éléments nerveux, on en a parlé, la moelle épinière, mais également toutes les racines nerveuses qui vont se distribuer au niveau des membres supérieurs, du thorax, du bassin, du périnée et des membres inférieurs. Donc, ces vertèbres sont séparées par des disques. Ce sont des systèmes viscoélastiques qui permettent d'amortir le fait d'être en bipédie. Donc, quand on est debout, on est attiré par l'attraction terrestre. Il faut amortir tout ce système-là. Et ce disque-là permet justement de donner une certaine souplesse et de conférer un caractère viscoélastique à la colonne vertébrale. Si j'enlève tous les muscles qui s'insèrent sur la colonne, si je la plie, si je garde juste les vertèbres, les disques et les ligaments, si je la plie, on peut faire ça sur un cadavre, elle va revenir. Il ne faut pas que le cadavre soit trop ancien, bien sûr. Et donc ce disque est composé, et c'est très important, est composé de 2 parties. Vous avez un noyau au milieu, qui est plus ou moins gélatineux, et qui est contenu dans une enceinte fibreuse. Et ce noyau, à quoi sert-il? Donc il sert à amortir, mais également il se déplace lorsqu'on fait des mouvements de flexion, extension, inclinaison. Par exemple, si je me penche en avant, le noyau va reculer. Et ça peut entraîner une pathologie, une tension excessive à la partie postérieure, donc derrière cet anneau, cette enceinte qui contient le noyau, peut se déchirer et on peut avoir un morceau de noyau qui sort et entraîner ce qu'on appelle une hernie discale. A l'inverse, si je me mets en extension, le noyau va se déplacer vers l'avant. Et donc ça va plutôt fermer l'espace derrière et ça va plutôt mettre en contact les articulations qu'on va voir tout à l'heure, les articulations qui permettent la flexion et l'extension. Donc c'est un système dynamique qui se déplace en fonction des mouvements et des positions. Alors ce qui est très amusant, c'est que ce système, on va dire c'est un système hydraulique. Pourquoi? Parce que quand vous dormez la nuit, j'espère pour vous, le disque se réhydrate au fur et à mesure, il se regonfle, comme tous les autres tissus, comme tous les fascias, comme tous les tissus sous-cutanés, il se recharge en eau. Vous vous levez du bon pied le matin, vous passez vos journées tranquilles, et au fur et à mesure, le disque et vos tissus se déshydratent, inexorablement. C'est pour ça qu'on perd quelques millimètres dans la journée. Si on vous mesure, et si on a un mètre suffisamment fin et discriminant, on peut trouver quelques millimètres de différence de hauteur. Et la nuit, vous repartez dans votre lit, et le disque se regonfle, et c'est reparti pour un tour. Sauf qu'au fur et à mesure du temps,
au fur et à mesure des années qui passent, ce phénomène de réhydratation diminue, et c'est ce qui va entraîner la déshydratation progressive des disques et l'apparition de ce qu'on appelle une discopathie, c'est-à-dire une maladie du disque, qui n'est pas vraiment une maladie, mais qui est plutôt une évolution naturelle qu'on observe chez les vertébrés. Donc on a vu le disque, on a vu les vertèbres, et ces vertèbres s'articulent grâce au disque, mais également s'articulent grâce à un système d'articulation postérieure. Ces articulations, on les voit, elles sont derrière les vertèbres, elles ont une orientation très particulière qui permet donc la flexion, l'extension, l'inclinaison droite, l'inclinaison gauche, et ça constitue en fait un ménage à trois. Donc il faut absolument que dans ce ménage à trois, ça se passe bien. Vous savez bien qu'à trois, déjà à deux c'est difficile, mais à trois, ça peut poser d'énormes problèmes. Donc c'est un trio, disque, vertèbre, articulation postérieure, elles travaillent en synergie. Elles sont interdépendantes et elles ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Si un de ces éléments ne fonctionne pas, vous allez avoir un retentissement sur l'ensemble de ce ménage à trois. Et là, les problèmes conjugaux vont apparaître. On avait vu que la colonne contient un élément extrêmement important qui inquiète beaucoup les malades, à savoir la moelle épinière et les nerfs qui en partent. On peut considérer que la moelle épinière et les nerfs sont un peu l'Internet du corps. Vous avez le serveur qui est le cerveau, qui envoie plein d'informations dans des câbles, et vous allez avoir des informations qui vont circuler du cerveau vers la périphérie, mais également des informations qui vont partir de la périphérie et revenir vers le cerveau via les nerfs et la moelle épinière. C'est une véritable autoroute d'informations sensorielles et motrices. C'est ça, les nerfs rachidiens servent à ça, à transmettre des informations motrices, envoyer des ordres, mais également récupérer beaucoup d'informations. Il y a des milliards de neurones qui collectent ces informations, qui les intègrent et les communiquent à d'autres parties du cerveau. Cette communication Internet, si on peut la comparer à ça, peut expliquer ce que vous expliquiez tout à l'heure, le fait, oui, docteur, j'ai une sciatique alors que le patient a en fait une douleur référée, c'est-à-dire qu'il a une douleur dans la jambe, il n'y a pas de compression des nerfs. C'est à cause des communications entre ce réseau nerveux, les nerfs communiquent entre eux, et un nerf qui est irrité peut envoyer une information à un autre nerf qui est juste à côté, et qui va donner une information douloureuse dans la jambe, alors que ce nerf-là absolument pas, je dirais, irrité ou comprimé, ou agressé par un quelconque processus pathologique. Maintenant qu'on a vu les vertèbres, les disques, les articulations postérieures, tout ceci ne peut pas fonctionner sans le rôle majeur des muscles. Donc ces muscles-là sont capitaux. Ils vont avoir également un rôle dans les phénomènes pathologiques, et il faut imaginer les muscles comme les haubans d'un navire. Vous savez, j'ai comparé tout à l'heure la colonne vertébrale à un mât. Et ce mât sur un navire, vous savez bien qu'il ne peut pas tenir debout sans les haubans, ces fameux câbles en métal, qu'on peut régler d'ailleurs, et on peut comparer donc les haubans à ces câbles. Sinon, le mât se casse la figure. Et donc, ces muscles-là, il y en a quasiment, on peut compter dans le corps humain à peu près 600 muscles, dont le tiers est dévolu au maintien et au fonctionnement de la colonne vertébrale. Donc c'est énorme. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut distinguer des muscles qui sont spinaux, donc qui s'insèrent directement sur la colonne vertébrale, donc qui vont permettre d'ériger le rachis. Il y a également des muscles abdominaux qui vont permettre de stabiliser en avant le rachis en maintenant les organes, parce que si vous enlevez les muscles de l'abdomen, les organes partent devant et vous allez creuser le dos et créer ce qu'on appelle une lordose, et donc ça peut créer des problèmes douloureux. Et vous avez également il ne faut pas oublier également les muscles qui s'insèrent sur le périnée. Le périnée, c'est ce que vous avez entre les jambes et qui empêche les descentes d'organes. Si vous avez une descente d'organes, vous pouvez avoir également une conséquence sur le rachis, notamment lombaire et lombosacré. Donc si ces muscles-là fonctionnent correctement et de manière synergique, la colonne va se comporter normalement. Si vous avez une dysfonction, c'est-à-dire un muscle qui ne fonctionne pas bien ou trop bien, vous allez avoir donc un déséquilibre et vous pouvez développer des pathologies. Je pense par exemple des gens qui se musclent de manière outrancière, ils peuvent créer des véritables pathologies vertébrales et surtout discales. Donc le tout est de travailler de manière harmonieuse, synergique, en respectant son corps. Maintenant, on va voir quelques questions, enfin quelques pathologies et profils de rachis qui pourraient répondre à la question mais pourquoi j'ai mal au dos. Les causes du dos, on peut les diviser en deux grands groupes. Il y a des causes organiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir un organe qui compose le rachis. Alors c'est aussi les muscles, les vertèbres, les disques, tout le contenu et le contenant du rachis, donc qui vont
être peut-être à l'origine d'une pathologie et entraîner des troubles. Donc ça fait partie des causes organiques. Mais également des causes fonctionnelles. Parmi elles, la plus importante, c'est le syndrome de tension musculaire, qui est surtout lié à la sphère émotionnelle et qui crée de véritables douleurs, de véritables plaintes et motifs des consultations, mais qui sont liés souvent, et on va en parler dans un instant, à des traumatismes psychologiques et qui sont projetés sur l'organisme, notamment sur les muscles et le rachis. Alors pour comprendre un peu l'impact qu'a les profils de rachis, il faut rappeler que la génétique peut avoir un rôle relativement déterminant sur le développement de certaines pathologies rachidiennes. Je voulais parler d'une classification que nous on utilise beaucoup, qu'on appelle la classification de Russoli, qui distingue 4 types de dos. Comme vous l'avez vu, le dos n'est pas droit, il présente des courbures. Or, ces courbures sont variables d'un individu à l'autre. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces courbures-là, elles sont déterminées par un angle très, très précis, qui est l'angle de la pente sacrée. Vous savez, le sacrum, sur lequel repose la colonne, peut présenter une angulation plus ou moins accentuée. Et on sait que plus l'angle va s'accentuer, plus les courbures vont se creuser, vont s'accentuer pour rester en équilibre. Cet angle de cette pente sacrée, elle est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on naît avec cette pente sacrée. Alors je ne parle pas de l'enfant qui naît, etc. C'est lorsque on acquiert la marche et qu'on a fini sa croissance, on a une pente sacrée qui est déterminée. Et en fonction de cette pente sacrée, on va avoir les courbures qui vont se dessiner au-dessus. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, imaginons que j'ai un type 4. Le type 4, c'est lorsqu'on a des courbures très prononcées. Eh bien, si je prononce ma courbure au niveau lombaire, je vais augmenter la pression sur les articulations derrière qui vont, au fur et à mesure du temps, s'user, devenir arthrosiques. Et là, je vais développer des pathologies douloureuses qui sont liées aux articulations postérieures. Et on verra qu'elles peuvent donner d'autres types de pathologies, comme le canal lombaire étroit, mais avant même cette pathologie, des douleurs lombaires. A l'inverse, si mon dos est droit, si ma pente sacrée est faible, mon dos va être beaucoup plus droit, et donc ça va entraîner une pression mécanique plus intense sur les disques. Et à ce moment-là, on va plutôt développer des pathologies discales, comme par exemple la hernie discale qui est très célèbre et qui nous occupe beaucoup dans notre profession. Donc c'est bien d'avoir ces classifications, de voir quel est son profil de dos, et ça va être très important d'ailleurs pour savoir quel type de prévention, de traitement non chirurgicaux qu'on va utiliser pour justement s'adapter à cette morphologie très particulière. Alors dans le numéro 1 des pathologies pour lesquelles on vient nous consulter, c'est les discopathies. Vous vous souvenez, j'ai du disque qui sépare les deux vertèbres, qui sert d'amortissement, qui se charge en eau la nuit, qui se décharge de cette eau durant la journée. Eh bien, c'est la première cause de consultation, ce sont les discopathies. Et donc, ces discopathies, comme je vous dis, elles viennent d'une capacité ou incapacité du disque à pouvoir se régénérer, se réhydrater au courant de la nuit. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que ce disque va perdre de la hauteur au fur et à mesure, donc ça ne vient pas d'un coup, ça vient très progressivement, et je dirais même d'ailleurs, c'est intéressant, parce que tous les phénomènes progressifs en pathologie sont mieux tolérés que les phénomènes brutaux. Donc au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on vient consulter assez tardivement, entre guillemets, on vient consulter et on constate à ce moment-là des lésions d'arthrose relativement avancées. Donc le disque, disais-je, perd son eau, se déshydrate au fur et à mesure, il perd de la hauteur, ce qui entraîne un talonnement des articulations postérieures, donc une douleur des articulations postérieures, également une déformation, on peut avoir une déformation, soit vers l'avant, ou de manière un peu scoliotique, où la colonne devient un peu en S durant le temps, et à la fin, une fois que le disque a perdu complètement sa hauteur, l'évolution naturelle fait que les deux vertèbres vont fusionner. Pourquoi elles vont fusionner? Parce que le corps humain est extrêmement bien fait. On peut penser que c'est terrible, mais en fait pas tant que ça. Une fois que le disque a fusionné, ce que veut le rachis, c'est se protéger. Comment il se protège? Eh bien, il va construire de l'os autour du disque, parce qu'il n'y a plus d'amortisseur, et il va fusionner les deux vertèbres pour plus que ça bouge. Donc en fait, il va faire en sorte d'immobiliser ce segment vertébral pour le protéger, et la conséquence, ça va être que finalement, les douleurs qui étaient liées probablement à ce segment-là vont disparaître. Alors,
Ça ne veut pas dire que les autres niveaux ne vont pas rester les bras ballants sans rien faire. C'est eux qui vont prendre en charge le surcroît de travail et vont probablement subir le même sort. Donc il faut savoir que c'est une évolution naturelle. Tous les vertébrés, quels qu'ils soient, vont présenter une discopathie à des degrés divers et variés, de manière plus ou moins intense, avec probablement une fusion des vertèbres. Et entre le moment où le disque est parfait, entre guillemets, et le moment où le disque commence à partir, entre guillemets, en vrille, on peut avoir effectivement des signes cliniques qui peuvent faire consulter. Au top 10 des problèmes, des pathologies, nous avons la fameuse hernie discale lombaire. Cette hernie discale lombaire, elle vient du problème lié au noyau qui se trouve au centre du disque. On avait vu qu'en flexion, extension, ce noyau bougeait, mais il ne pouvait pas sortir du disque parce qu'il y a une enceinte fibreuse extrêmement solide qui l'empêche d'aller plus loin. Malheureusement, à la faveur de la déshydratation progressive et de la perte de hauteur du disque, on peut avoir des micro-fissures de cette enceinte, notamment vers l'arrière, et notamment si vous avez un dos plus droit, plus plat, c'est d'où l'importance de connaître les profils de rachis, vous pouvez avoir une déchirure de cette enceinte postérieure, et ce noyau qui est sous pression peut être expulsé vers l'arrière. Comme de la pâte à dentifrice, quand vous appuyez fort sur un tube de dentifrice, la pâte sort brusquement, et là vous avez une hernie discale. Et quelle est la conséquence de l'hernie discale? C'est que quand elle sort derrière, elle soulève un ligament, donc ça crée une douleur lombaire intense, mais également, derrière ce ligament, il y a les racines nerveuses, si on est au niveau du rachis lombaire. Donc ce sont les nerfs sciatiques, crurales et autres. Cette hernie discale, elle se situe au niveau des cervicales. Là, vous avez la moelle épinière, effectivement. Vous pouvez avoir une compression de la moelle épinière, mais également, vous pouvez avoir une compression d'une racine qui va dans le bras, ce qui donne une sciatique du bras. Mais également, très exceptionnellement, on peut avoir des hernies discales thoraciques qui peuvent comprimer la moelle épinière ou les racines qui sortent au niveau des espaces intercostaux. Et donc, il faut savoir que, même si c'est un épisode qui peut être intense, il faut savoir que ces hernies discales, en particulier lombaires, elles ont une fâcheuse tendance à guérir spontanément, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elles déshydratent, elles perdent du volume, elles se rétractent, et donc elles exercent moins de pression sur les éléments nerveux, et finalement tout finit par entrer dans l'ordre. Il faut savoir que sur 100 patients qui consultent sur une hernie discale, on opère à peine 10%, ce qui veut dire que dans les 90 autres %, l'évolution est spontanément favorable sous traitement, bien sûr. En numéro 4, on a beaucoup de patients qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des lésions d'arthrose. Alors on a vu l'arthrose, les conséquences que pouvait avoir l'arthrose, mais qu'est-ce que c'est que l'arthrose au final? C'est en fait une pathologie ou une évolution, c'est pas vraiment une pathologie, mais c'est plutôt une évolution naturelle d'une articulation. Une articulation est composée de deux pièces qui s'articulent entre elles, séparées par un petit espace de quelques microns, revêtues d'un cartilage, et sur ce cartilage, il y a un liquide, qu'on appelle le liquide synovial, qui permet de lubrifier ces articulations. Au cours du temps, les deux articulations se rapprochent l'une d'elles parce que la sécrétion diminue, les cartilages rentrent en contact et c'est là que commencent les embêtements, c'est là que commence l'amincissement et la souffrance du cartilage. Et comme je l'ai dit, le corps humain est très bien fait. Ce qu'il va faire, c'est très simple, il va laisser faire la situation, il va laisser se détruire les cartilages, au prix de douleurs plus ou moins intenses, et il va y avoir une construction d'os qui va se faire autour, et ça va bloquer l'articulation. Donc le but, c'est de bloquer l'articulation pour éliminer les phénomènes douloureux. Et donc cette dégénérescence des articulations postérieures sont la cause fréquente de ce qu'on appelle, nous, un canal lombaire étroit. Souvenez-vous, derrière la vertèbre, il y a un canal dans lequel il n'y a pas de moelle épinière en lombaire, je rappelle, en rachis lombaire, il n'y a pas de moelle épinière, ça serait plus haut. Eh bien, vous avez un rétrécissement de ce canal. Pourquoi? Parce que ce canal est limité par ces fameuses articulations qui sont le siège d'une arthrose très intense, et ça fait donc des becs de perroquet. Donc oui, effectivement, la colonne, c'est peut-être une volière, parce qu'il y a plein de becs de perroquet, mais ces becs de perroquet, s'ils sont très exubérants, ils vont pénétrer à l'intérieur du canal rachidien et comprimer les éléments nerveux et donner des douleurs, des troubles de la marche, des fourmis dans les jambes, et on voit souvent, on les reconnaît tout de suite, ces patients, quand vous allez au supermarché, ils sont affalés sur leur caddie, comme ça, et ça les soulage, parce que quand ils sont dans cette position-là, le canal s'élargit très légèrement, au contraire, lorsqu'ils se mettent en extension, le canal se referme et là apparaissent les signes douloureux dans les jambes. Et en général, ils marchent quelques mètres, sont obligés de s'arrêter, ça va mieux, et ils recommencent, ils font une claudication.
ils font un peu du lèche-vitrine. Donc on les reconnaît assez facilement, enfin en tout cas pour ma part, dans les grandes surfaces ou dans la rue quand je fais mon shopping. Cette arthrose des articulations postérieures peut avoir aussi un caractère protecteur parce qu'une fois que c'est bloqué, finalement le disque ne bouge plus, il n'est plus mis en situation délicate et finalement c'est aussi un phénomène qui peut le protéger. On va voir également une conséquence numéro 5 de cette arthrose articulaire postérieure, ce sont les instabilités. Alors qu'est-ce que c'est qu'une instabilité ? Eh bien, c'est une pathologie qui entraîne des déformations ou des glissements de vertèbres. En particulier, je vais parler du spondylolisthésis. Alors, c'est un terme barbare, compliqué, qu'on retrouve beaucoup dans les comptes rendus. Donc, dans spondylolisthésis, vous avez spondylo, c'est la vertèbre, listhésis, c'est un mouvement, c'est un glissement. Et donc, le spondylolisthésis, c'est un glissement d'une vertèbre qui peut se faire le plus souvent vers l'avant ou plus rarement vers l'arrière. Et à quoi c'est dû ? C'est dû à deux choses. C'est soit une fracture du fatigue d'une partie de la partie postérieure de la vertèbre, à côté de l'articulation, ou c'est dû à une déformation progressive de l'articulation à cause de l'arthrose. Et comme la colonne lombaire est courbe, elle est en lordose, elle est orientée vers l'avant, la tendance naturelle des vertèbres, c'est d'aller vers l'avant. Et comme les articulations qui jouent le rôle de taquet d'arrêt sont déformées et commencent à s'ouvrir vers l'avant, la vertèbre a tendance à glisser vers l'avant, et ça donne donc le fameux déplacement qu'on appelle le spondylolisthésis. Donc, pour résumer, il y a deux causes de spondylolisthésis. C'est la dégénérescence des articulations, qui concerne le sujet plutôt âgé, et vous avez la cause de spondylolisthésis par lyse ismique, par fracture de fatigue, qui concerne le sujet jeune, notamment dans les profils en hyperlordose. D'où l'importance de connaître ces profils une nouvelle fois. Alors, il faut faire attention aux instabilités, ne pas passer à côté d'une instabilité due à un traumatisme, une fracture, une entorse luxation qui nécessite une prise en charge chirurgicale urgente. Enfin, un peu dans le fil de ce que je viens de dire sur les instabilités, vous avez les déformations très connues, les scolioses juvéniles. Donc on retrouve chez l'enfant en phase de croissance, qui va donc déformer sa colonne en forme de S italique quand on le prend de face. Et vous avez également les kyphoses. Donc la kyphose, c'est quand la colonne se courbe en avant, notamment au niveau du rachis thoracique. Je ferai juste une petite remarque, les scolioses ne concernent pas que la population juvénile, donc les adolescents ou les préadolescents, mais concernent également les adultes plus âgés qui n'avaient pas de scoliose, mais qui déforment leur colonne, toujours à cause de cette fameuse et fichue arthrose dont on a parlé tout à l'heure. Alors pour rassurer tout le monde, je dirais que toute pathologie à l'origine de douleurs lombaires ou rachidiennes ne relève pas forcément d'une chirurgie, mais plutôt d'une prise en charge adaptée qui repose sur une bonne compréhension de la pathologie et donc lors d'un colloque singulier entre le patient et le praticien, qui a besoin de comprendre les circonstances, d'examiner son patient et ensuite de proposer un schéma thérapeutique. Et avant de voir tout cela, j'aimerais bien faire un petit crochet du côté du lumbago, parce que c'est une star des magazines, on retrouve ça sans arrêt dans les magazines, les kiosques ou des émissions de vulgarisation médicale. On parle du lumbago, qu'est-ce que c'est que le lumbago ? En fait, le lumbago, c'est une douleur aiguë qui concerne le bas du dos. Elle peut être en barre, latéralisée à droite, à gauche, intense, et qui ne s'accompagne pas de douleur sciatique ou parfois de projections douloureuses dans la jambe. Mais je le dis bien, toute douleur dans la jambe n'est pas synonyme de sciatique. Mais on va rester simple. C'est une douleur aiguë qui vous arrête net sur place, qui vous cloue au lit directement. Et lorsqu'on analyse un peu cette douleur, elle est liée à une contracture musculaire. Pourquoi est-ce qu'elle est liée à une contracture musculaire ? Parce que les muscles sont là pour maintenir le rachis, mais agissent comme éléments protecteurs. Si les muscles se contractent de manière violente, ils agissent comme une espèce de corset. C'est pour bloquer votre colonne vertébrale, pour pas qu'elle bouge, car le mouvement crée la douleur dans cette phase très aiguë. La plupart du temps, on ne trouve pas de cause. C'est ça qui est étrange. Quand on analyse, quand on fait des scanners, des IRM, des radios, finalement, souvent on ne trouve pas d'éléments très pertinents pour expliquer la douleur. Souvent, il s'agit d'un point d'ajustement articulaire postérieur, et les muscles se bloquent pour arrêter le mouvement. Et au final, bien que ce soit très spectaculaire, le rétablissement se fait relativement rapidement et l'évolution est favorable en quelques jours à quelques semaines. Donc il ne faut pas être inquiet en dépit de l'intensité de la douleur. Et dans le fil droit de ces phénomènes de douleur aiguë, on a également
Des phénomènes, on cherchait tout à l'heure les causes, on n'en trouve pas souvent, en tout cas au niveau anatomique, mais il y a un syndrome qui mérite quand même qu'on y porte une attention particulière et que nous, médecins, chirurgiens, on ne connaît pas très bien. C'est le syndrome de tension musculaire. C'est un syndrome qui a été décrit par un médecin rééducateur américain qui s'appelle John Sarno, qui travaille à l'hôpital de New York, et qui a qui a mis en évidence beaucoup de douleurs, notamment rachidiennes, en bas du dos, liées à des traumatismes psychologiques. Alors tout n'est pas psychologique, mais en tout cas, lui, il a observé beaucoup de malades qui venaient avec des douleurs, en général assez diffuses du rachis, mais souvent concentrées en bas du dos, parfois aiguës, et qui pouvaient créer donc des phénomènes de lumbago, mais même parfois des douleurs dans la jambe. Et donc, lui, au lieu de traiter les phénomènes, enfin les conséquences de ce syndrome, s'est permis, a fait des études très poussées, notamment au niveau de la psychologie de ces patients, et a trouvé souvent des traumatismes qui pouvaient expliquer ceci. Comment ? Ce sont des traumatismes, d'après lui, qui sont plus ou moins refoulés et qui prennent ensuite qui sont projetés sur certaines zones du corps humain, qui créent des tensions musculaires. À partir du moment où vous avez une tension musculaire, vous avez une baisse de la vascularisation, notamment au niveau des muscles qui s'insèrent sur le dos, sur les vertèbres. Dès que vous contractez, la vascularisation diminue, vous entraînez une souffrance vasculaire et surtout une baisse de la perfusion des nerfs. Et c'est par ce biais-là qu'on peut créer des douleurs par souffrance des racines nerveuses et entraîner des douleurs de type sciatique. Je dirais que le syndrome de tension musculaire est au rachis, c'est que l'ulcère gastro-duodénal est à la gastroentérologie. En fait, ce médecin est très intelligent parce qu'il s'est dit pourquoi traiter des conséquences sans trouver absolument la cause. Et ça doit être notre travail premier, c'est de trouver la cause. Et souvent, on est plutôt orienté, à défaut de la trouver, sur de traiter l'urgence, la douleur et les conséquences de cette cause. Pourquoi je parle de l'ulcère ? Parce que finalement, quand on traite un ulcère, pourquoi est-ce qu'on a un ulcère souvent ? C'est lié à un état psychologique très particulier, un état de stress. Et si on ne prend pas en charge cette sphère-là, cette sphère psychologique, finalement, on n'aura rien réglé du tout, même avec des médicaments. Finalement, on est condamné à prendre des médicaments tout le restant de sa vie, alors qu'on peut peut-être régler ou atténuer ce problème en considérant de manière plus sérieuse la sphère psychologique. Alors maintenant qu'on a parlé des douleurs aiguës, on va parler maintenant des douleurs qui deviennent chroniques et qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des lombalgies chroniques. C'est l'expression « oui, j'ai mal au dos tout le temps, toute la journée, depuis des années ». Donc ça, c'est une lombalgie chronique. C'est quoi une lombalgie chronique ? Par définition, pour nous, c'est une douleur dont la durée dépasse les 3 mois. Et elle apparaît plus souvent à l'âge de 40 ans. Et le risque de perte d'emploi au-delà de 6 mois d'arrêt de travail, est énorme parce que 50% des patients en arrêt de travail perdent leur emploi. Et dans cette pathologie qu'on appelle, c'est plutôt un symptôme, la douleur lombaire chronique, la lombalgie chronique, il est intéressant de noter qu'elle touche une population, dans les environs de 40 ans, de 30 jusqu'à 50-60 ans. Certains auteurs pensent que c'est dû au fait qu'à cette période-là, nous avons beaucoup de responsabilités, et ce serait le poids des responsabilités, entre autres, ce n'est pas la seule explication, mais qui pourrait être un facteur favorisant de l'entretien des douleurs lombaires chroniques. Toutefois, comme je vous l'ai dit, ce sont des patients qui représentent à peu près 10% des lombalgiques et qui, selon la sécurité sociale, représentent un coût global pour la société, en tout cas pour la sécurité sociale, de 7 milliards d'euros. Et c'est sur cette population que la Haute Autorité de Santé a déployé un programme de diagnostic et de prise en charge vigoureuse. Alors quels sont les facteurs de chronicité ? Et je vais vous faire part d'un retour d'expérience que j'ai lorsque je vois ces patients en consultation. On va parler de la notion de terrain. Je suppose que tout le monde sait de quoi je parle. Le terrain, c'est comme on est. Sur ce terrain, il y a le premier point qui est extrêmement important et qui est également un autre problème de santé publique, qui est celui du surpoids, de l'obésité. Évidemment, on comprend qu'un patient en surpoids va entraîner une tension excessive sur son squelette, qui le soutient, et en particulier sur les vertèbres et les disques. Et ce surpoids, évidemment, est lié à un problème d'alimentation qui est déséquilibré ou trop calorique, et nous verrons dans la fin de cette présentation, dans les bonus, quelques conseils de nutrition. Ce surpoids est également favorisé, et on le sait, par notre mode de vie sédentaire.
qui entraîne donc un manque d'activité. Mais on peut ajouter à cela le tabagisme. Le tabagisme, pourquoi je parle du tabac? Quel rapport du tabac avec les problèmes lombaires dont on parle actuellement? Tout simplement, lorsque vous fumez, vous diminuez l'oxygénation des tissus, et en particulier celui du disque. Alors celui du disque, il a encore une particularité, c'est qu'il a très peu de capillaires de nutrition. Donc c'est un tissu qui est très peu vascularisé. Donc si en plus on fume, on va encore amputer le disque de ses nutriments, d'oxygène, de glucose, et notamment sa capacité à se régénérer, à se recharger en eau, comme on en a parlé tout à l'heure. L'alcoolisme aussi constitue un facteur de risque, parce que ça détériore les tissus. Le tropisme, la bonne santé des tissus passe également par une bonne santé du foie qui détoxifie l'organisme. Et si vous accumulez ces toxiques, eh bien vous allez également les accumuler dans ces tissus. Et on va également parler d'un autre facteur qui concerne pas trop le terrain, mais qui est quand même lié à cela, c'est l'activité professionnelle qui peut être toxique. Je prends un exemple caricatural. Un monsieur qui porte des charges toute la journée, un cariste, qui fait ça 8 heures par jour, va fort probablement développer une pathologie lombaire et devenir très rapidement un non-client. Il faut également reconnaître que beaucoup de patients projettent sur leur dos des souffrances psychologiques. Alors je ne fais pas la psychologie de comptoir, mais c'est ce que je vois vraiment tous les jours. Les patients sont en général déprimés, ils me font la tête, c'est normal, ils ont mal. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'ils sont déprimés parce qu'ils ont mal ou ils ont mal parce qu'ils sont déprimés. Ça, c'est très difficile. On est dans un cercle vicieux. J'ai mal, ça me déprime. Je suis déprimé, ça augmente la douleur. Tout ça pour vous dire que le cerveau a une capacité de moduler la perception de la douleur. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on est dépressif, ça agit comme une espèce de bouton volume de la douleur. Et c'est un axe de thérapeutique. Il faut absolument prendre en charge l'aspect psychologique qu'entraînent ou qui sont à l'origine des douleurs. Donc, cette souffrance psychologique, elle est souvent liée à des traumatismes, et il faut s'efforcer de les chercher à l'interrogatoire, lorsqu'on pose des questions sur la situation familiale, le travail, etc. Racontez-moi un peu votre vie, on peut trouver des éléments traumatisants. Notamment dans le travail, ça je le vois assez souvent, je vois beaucoup de cas de patients subissant du harcèlement au travail. Et donc ce harcèlement crée cette dépression, ces tensions musculaires, et souvent une somatisation, c'est-à-dire une projection sur le corps de douleur, de cette souffrance qui va s'exprimer sur le corps. En fait, le corps va servir de support, de signaux d'alerte pour dire voilà, je souffre et il faut faire quelque chose pour moi. Il y a également, notamment chez les patients que je suis pour des douleurs chroniques, beaucoup de blessures de rejet, voire même, et malheureusement, des gens qui ont subi des abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Ces souffrances psychologiques sont également conditionnées, dans mon expérience, par des conflits socio-professionnels, notamment dans le cadre d'accidents de travail. Et ça m'amène à vous rappeler les syndromes de tension musculaire qui prennent toute leur place et leur signification dans ce contexte. Les syndromes de tension musculaire, comme son l'indique, entraînent des tensions excessives qui vont faire souffrir les muscles, vont entraîner des douleurs et également faire souffrir les nerfs par une baisse de la vascularisation, de la perfusion des tissus. Nous allons aborder également la symbolique du dos, parce que finalement, ces patients ont toujours une présentation assez univoque et universelle. Ils sont toujours courbés, le teint un peu cireux, ce qui est normal parce qu'ils souffrent, comme s'ils portaient quelque chose sur leur dos. Alors effectivement, oui, on peut évoquer le mythe grec d'Atlas qui porte le monde sur le dos. Je rappelle que Atlas était un titan qui a voulu tuer Zeus, et Zeus, pour le punir, lui a dit « tu vas porter le monde ». Et donc Atlas porte le monde et est toujours présenté dans une situation courbée, en souffrance. Et donc les mythes, qui sont des histoires primordiales, qui racontent l'origine des choses, eh bien, nous imprègnent notre culture. Également, on le retrouve un peu dans nos attitudes. On ne peut pas faire l'impasse sur cette relation entre nos vies et les mythes qui expliquent les choses primordiales. On peut également évoquer une autre histoire qui n'est pas vraiment un mythe, c'est Jésus qui porte la croix. Il ploie sur le poids de la croix et il souffre. Et donc, la religion chrétienne également montre qu'il y a une souffrance à porter un poids sur son dos. D'ailleurs, Jésus a été cloué sur la croix dans des conditions absolument atroces. Il y a également
des expressions populaires qui font un peu écho à ce que je viens de vous dire sur Atlas qui porte le monde, ou la religion chrétienne où on porte la croix. On entend souvent les patients dire « oui, j'en ai plein de dos, il m'a fait un enfant dans le dos, mettre un coup de poignard dans le dos, j'ai bon dos ». Donc tout ça, ce ne sont pas des formulations qui viennent par hasard, elles sont vraiment liées à ce genre de choses, à nos cultures qui nous imprègnent profondément. Il y a la blessure du rejet également qui donne une empreinte sur le corps. Et comme on parlait d'Atlas, de la religion chrétienne, on va aborder une autre religion très rapidement, l'hindouisme, qui repose sur les chakras. Les chakras, il y a 7 chakras qui sont alignés sur la colonne vertébrale. Et ils ont compris qu'effectivement, il y a une circulation d'énergie qui se fait par ces chakras. Ils ont compris l'importance primordiale, en tout cas d'un point de vue énergétique, de la colonne vertébrale sur laquelle s'inscrivent les points de chakra. Donc ça me paraissait intéressant de rappeler la relation entre les mythes, la culture, et peut-être la conséquence, l'imprégnation que l'on a dans nos esprits, et l'expression que ça peut avoir sur notre organisme. Voilà, on a vu quelques cas emblématiques qui surtout permettaient de voir la liaison entre la psyché, les douleurs lombaires, mais également on a vu les causes organiques des douleurs lombaires. Maintenant, quand faut-il s'inquiéter? Quand faut-il consulter un spécialiste plus ou moins rapidement? Alors, quels sont les points qui doivent nous alerter lorsqu'on a un problème concernant le rachis lombaire en particulier? Alors, ces points concernent également le rachis cervical et thoracique. Mais en général, le plus fréquent, c'est le rachis lombaire en termes de pathologie. Et ensuite viennent les pathologies du rachis cervical, et en dernier, les pathologies du rachis thoracique. Donc les urgences, vous devez absolument et impérativement consulter quelqu'un si vous constatez une paralysie motrice. Qu'est-ce que c'est? C'est une baisse de la force musculaire. Par exemple, j'ai mal au dos, j'ai une sciatique, j'ai le pied, j'arrive pas à marcher sur les talons, le pied tombe, ou quand je marche, ça claque, comme ça, c'est très caractéristique. Moi, je fais le diagnostic sans regarder les patients. J'appelle le patient qui est dans la salle d'attente, j'ouvre la porte et j'entends clic, clic. J'entends le pied qui frappe par terre et je sais que ce patient-là a une paralysie des muscles qui permettent de relever le pied et qui est contrôlé par un nerf qui part du dos et qui va dans toute la jambe. Donc ça, c'est une paralysie motrice. Mais également, on peut avoir des paralysies plus importantes. On peut avoir une paralysie totale d'un membre inférieur ou une paraplégie, c'est quand les deux jambes ne fonctionnent plus. Et en général, ça évoque plutôt une compression ou une souffrance de la moelle épinière qui se situe plus haut, je le répète. Vous devez consulter lorsque vous avez des troubles sphinctériens. Qu'est-ce que c'est que les sphincters? C'est ce qui vous permet de vider votre vessie et de vider l'ampoule rectale. Si cela est devenu impossible, s'il y a un blocage des urines, ou si vous ne pouvez plus contrôler vos urines, ça c'est un motif de consultation urgente. Idem pour les selles. Si vous n'arrivez pas à contrôler les selles, ou si vous avez une constipation opiniâtre dans un contexte de douleur dans le dos et de douleur dans les jambes, c'est peut-être le signe d'une compression, non pas de la moelle, mais de ce qui se passe en dessous. Les racines de la queue de cheval, ce sont des nerfs qui partent de la moelle, qui vont dans le canal rachidien et qui vont donner ces fameux nerfs qui vont aller dans les jambes et qui vont innerver le périnée. Vous devez également consulter devant une douleur hyperalgique, c'est-à-dire c'est une douleur, une sciatique, je vais prendre l'exemple caricatural d'une sciatique, une douleur dans la jambe hyperalgique. Sa définition, c'est une douleur qui ne cède pas sous médicaments type morphine pendant 48 heures. La morphine ne vous soulage pas, ou des antalgiques de type 2 comme du tramadol, enfin des choses à base d'opium, ça ne vous calme pas. Il faut aller vite consulter parce qu'on peut avoir des séquelles douloureuses après si on ne fait rien. Notamment, ne pas hésiter à consulter lorsqu'on a une aggravation des douleurs. Donc en gros, pour résumer, il y a une paralysie qui apparaît, des douleurs intenses, des problèmes pour contrôler les selles et les urines, c'est direct aux urgences. Une petite parenthèse sur les fourmis, je ne sens pas très bien le pied, il se paralyse, ce n'est pas vraiment, dans un contexte de sciatique, une urgence. Ça inquiète les gens, effectivement, c'est normal, on ne sent pas bien le pied, mais pour nous, ce n'est pas un facteur de gravité. Ce qui est très grave, c'est le fait de perdre l'usage de ses jambes, donc la force, les sphincters, et le fait que les gens sont hyper douloureux, avec un risque de séquelles douloureuses après. Donc ça me permet d'engager la discussion sur la douleur. Parce que là, je parle de douleur, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une douleur? Comment elle fonctionne? Comment on l'aperçoit? Et comment on la traite?
Alors c'est quoi la douleur au final? Parce que là je parle de j'ai mal dans le dos, dans la jambe, etc. On va déjà se dire ce qu'est la définition de la douleur. Donc c'est bien de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. La définition, c'est la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur cette définition qui est très intéressante. Il y a plusieurs choses, il y a 3 points intéressants. Il y a d'abord le mot expérience. Donc c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, et que vous subissez, que vous devez gérer, mais qui appelle le secteur sensoriel, donc ça fait appel à votre système nerveux, périphérique central, cerveau, moelle, périphérique, les nerfs, et émotionnel, on en parlait tout à l'heure, donc qui intègre également le cerveau, les émotions, donc qui est désagréable, c'est pour ça que c'est une douleur, et qui est associé à une lésion tissulaire, donc il y a une lésion quelque part, mais elle peut être potentielle, il peut ne pas y avoir aussi de lésion. Donc cette définition-là nous montre les axes de travail pour essayer de traiter ces douleurs. Il y a l'aspect sensoriel, donc il y a tous les médicaments antalgiques, etc. Il y a l'émotion, donc le traitement de l'émotion, donc la gestion émotionnelle de la douleur. Et ensuite, là, on parle de lésion tissulaire, ben ça c'est notre travail, c'est de trouver la lésion probable, possible, qui peut entraîner cette douleur. Et si on la traite correctement, on a normalement des bonnes chances de traiter la douleur. Donc le cerveau conditionne absolument l'intensité des douleurs et peut même les provoquer. C'est d'ailleurs dans la définition. C'est une lésion tissulaire ou pas, ou potentielle. Et donc il a un rôle majeur à jouer dans la gestion des douleurs. Donc comment on va soulager la douleur? J'ai déjà répondu un petit peu à la question, mais on va surtout se concentrer sur les approches non médicamenteuses du traitement de la douleur. C'est un peu curieux de la part d'un chirurgien de vous parler de ça. En tout cas, on va distinguer deux situations particulières. La douleur aiguë, vous vous souvenez, j'ai parlé du lumbago, sciatique, et on va parler d'un autre côté des douleurs chroniques. Alors maintenant, en ce qui concerne les douleurs aiguës, voici les conseils des traitements non médicamenteux qu'on peut prodiguer aux patients. Si vous avez une douleur aiguë, notamment un lumbago, on recommande le repos, mais un repos non strict. Parce que si vous restez au lit toute la journée, vous allez atrophier vos muscles, vous allez amplifier la douleur, et au contraire, il faut maintenir une certaine mobilité, car le fait de se mouvoir, de marcher, dans la mesure du possible, va vous faire sécréter une endorphine, de l'endorphine, et l'endorphine c'est antalgique. Donc il vaut mieux essayer de bouger un petit peu, donc c'est pour ça que je dis que c'est un repos non strict, afin de sécréter cette endorphine que vous sécrétez naturellement à partir du moment où vous bougez. Ça augmente ce taux d'endorphine, c'est important. Également, on peut appliquer du froid, du chaud, ça dépend, mais des bouillottes, des coussins à faire chauffer. Ben pourquoi? Parce qu'il y a une compétition entre le système nerveux qui transmet des informations très précises sur les mouvements, la position des membres, et le système nerveux qui va transmettre la douleur. Il y a une compétition entre les deux, et le fait de mettre des bouillottes, de stimuler de cette manière, ça va stimuler un circuit neuronal qui va inhiber le circuit de la douleur. Donc c'est intéressant, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et ça fonctionne au niveau de la moelle épinière, mais également au niveau cortical, au niveau du cerveau. Vous avez des neurones au niveau de l'aire pariétale qui va intégrer la douleur, qui va donc inhiber certains neurones pour faire passer l'information prioritaire de la chaleur ou du froid. C'est pour ça que ça soulage. Donc il y a une explication neurophysiologique qu'on va utiliser pour une autre chose. Ensuite, lorsqu'on a passé un petit peu la phase aiguë, on arrive à ce qu'on appelle dans la phase un peu subaiguë. Il est recommandé de faire quelques étirements chez le kinésithérapeute, voire un ostéopathe, mais pas en phase aiguë directe, et un chiropracteur. On va voir en quoi consistent ces thérapies. Enfin, on peut également demander à sa compagne ou son mari ou sa femme de faire des massages, notamment avec des huiles essentielles. Ils sont reconnus pour leur capacité à traiter l'inflammation et surtout les contractures musculaires. On peut également jouer sur l'olfaction, en jouant justement sur la relation entre les émotions, les douleurs. En stimulant la partie de rhinencéphale, donc qui capte des informations olfactives, ça active certaines parties du cerveau, surtout ça inhibe certaines parties du cerveau, notamment sur la perception et la compréhension de la douleur. Et donc il est recommandé pour les huiles essentielles, par exemple, d'utiliser ce qui est le plus connu, on appelle la Gualtérie couchée, la menthe poivrée, l'eucalyptus citronné, le romarin camphré, l'immortel, soit tout seul, soit en association.
en utilisant également, c'est important, une huile végétale pour pouvoir la faire pénétrer. On parlait des circuits neuronaux de stimulation et surtout d'inhibition du circuit douloureux. Eh bien, on va utiliser un système qui n'est pas médicamenteux, et qui consiste à poser des électrodes sur la zone douloureuse, et on appelle ça un stimulateur électrique externe, ou TENS, donc qui permet, en stimulant ces zones cutanées, ces zones douloureuses, d'inhiber ces fameux circuits de douleur. Ça repose sur la théorie du get control, c'est-à-dire que, alors, je vais essayer d'être simple parce que c'est un peu compliqué à saisir, mais simplement, les informations douloureuses qui rentrent par le nerf et qui vont dans la moelle passent dans un faisceau de neurones qui module cette douleur. Or, dans la douleur, ces neurones-là, qui ont la capacité de filtrer la douleur, sont complètement débordés. Et donc, en mettant en route ces stimulations cutanées, ça va permettre de les réexciter, de leur redonner leur fonction d'inhibition, et donc ça va permettre de ralentir, d'inhiber même la transmission de la douleur dans la moelle jusqu'au cerveau. Donc ces TENS, ces dispositifs, on les trouve chez les pharmaciens et sont prescrits par le médecin traitant, et ce sont des locations pour 6 mois. Et ensuite, il y a les méthodes posturales, et qui sont surtout employées par les kinésithérapeutes, qui sont dominées par la méthode Mackenzie, qu'on verra plus tard, et ainsi que la méthode Mézières. Mackenzie étant plutôt une méthode posturale, et Mézières plutôt une action d'étirement et de travail sur les chaînes musculaires postérieures. Maintenant, on va aborder le traitement non médicamenteux des douleurs chroniques. Elle relève exceptionnellement d'une chirurgie. C'est pour ça que le taux de conversion entre le nombre de patients vus en consultation et le nombre de patients opérés est d'environ 10%. Ouais. Elle repose surtout sur, je l'ai dit et je le répète, et je crois que c'est le point capital à retenir, la correction des facteurs de risque. Ça peut paraître simple, mais c'est la première chose à faire, donc traiter le surpoids, l'obésité, prendre en charge le tabagisme. Alors avec la particularité que quand on arrête le tabac, souvent on prend du poids, donc ça c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment bien pris en charge et traiter tous les autres facteurs de risque, le diabète, l'hypertension. Alors qu'est-ce que l'hypertension a à voir là-dedans? L'hypertension, ça diminue la perfusion des tissus, notamment des tissus osseux et discaux. En troisième point, il est intéressant de trouver du temps pour faire des exercices physiques réguliers et surtout adaptés à son état. Alors j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais quand on dit ça aux patients, on dit « Ah oui, mais d'accord, ok, mais j'ai pas le temps ». Donc en fait, ils le font pas. Et donc si on voit son organigramme, son emploi du temps, il peut très bien trouver 1 heure ou 2 ou quelques minutes dans la journée pour faire ces exercices. Et d'ailleurs, je leur montre quelques exercices à faire pour essayer de traiter au mieux, de gérer ces douleurs. Donc c'est pas forcément enfoncer une porte ouverte, c'est une évidence, mais il faut le faire. Et quand on le fait, en général, on a des très bons résultats. Le point numéro 4, c'est de bien veiller à avoir une nutrition de qualité, c'est-à-dire une nutrition qui va éviter un état inflammatoire chronique. Donc une alimentation qui va abuser d'antioxydants, reposer sur certains compléments alimentaires. Tout ça pour lutter contre les phénomènes d'oxydation et que nous allons voir dans un bonus. 5e point, ne pas négliger les massages, qui sont très intéressants, car ils stimulent des points d'acupression, d'acupuncture. Également, à l'instar vous savez, du stimulateur électrique externe, eh bien, en appuyant sur la peau, vous stimulez également les récepteurs nerveux et vous activez les zones de contrôle de la douleur dans la moelle épinière. Donc très intéressant. Et quand vous massez, l'adjonction d'huile essentielle est également appréciable parce que ces huiles essentielles sont reconnues pour leur action thérapeutique, notamment sur l'inflammation, la douleur via le traitement de la contracture musculaire. Je rappelle donc les plus connues, la Gualtérie couchée, l'amande poivrée, par son action fraîche, on va dire, la sensation de fraîcheur qu'on peut en obtenir, l'eucalyptus, le romarin camphrey, l'immortelle, la lavande. Et donc, allez voir le kinésithérapeute, spécialisé ou pas dans les méthodes Mackenzie-Mézières. Autre moyen de prise en charge pour ces pathologies lombaires chroniques douloureuses, eh bien, s'attacher sur la sphère psychologique. De toute façon, il est clair que l'émotionnel est attaqué dans cette affaire-là. Avoir mal tous les jours, matin, midi et soir, ça a des conséquences forcément sur la façon de voir le monde, de se voir soi-même, et ça affecte également ses relations avec les autres.
Donc une prise en charge psychologique, alors c'est très vaste, hein, me semble tout à fait nécessaire, voire un psychothérapeute, ou qui va peut-être vous proposer une méthode EMDR, qui va permettre de gérer au mieux, ou EFT, qui vont permettre de mieux contrôler la douleur. Et il y a une méthode qui est employée par un de mes collègues parisiens, extrêmement connu, très grand chirurgien du rachis, Dr Pincalet, utilise beaucoup l'hypnose et l'auto-hypnose dans sa pratique, ce qui lui permet vraiment de gérer au mieux les patients non opérés, mais également les patients qu'il a pu opérer, qui nécessitent une prise en charge plus intense. Maintenant, je vais aborder le deuxième grand thème de ce sujet, de cette réunion, ce dossier du soir, à savoir quelles sont les bonnes habitudes pour prendre soin de son dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, il faut avoir un bon dos. Docteur, vous êtes bien gentil, vous nous avez dit que les disques s'étaient déshydratés, que plus j'allais prendre de l'âge et plus j'allais partir entre guillemets en vrille. Alors donc, ça y est, je suis foutu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, rassurez-vous, je vais vous en parler tout de suite. Alors, la santé du dos est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le dos. Il y a, sur le dos, vous avez des muscles, des ligaments, des disques. En haut de tout ça, vous avez le crâne, et dans le crâne, vous avez le cerveau. Et dans le cerveau, vous avez les émotions. Donc, si on ne prend pas bien en charge cette dimension, et si on ne prend pas bien en charge la mécanique vertébrale, elle va avoir un impact, vous l'avez compris, sur notre bien-être au quotidien, son état de santé générale, et va avoir surtout un impact relationnel avec les autres, avec son environnement socio-professionnel, et entraîner de graves problèmes qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion, le licenciement, etc., qui sont vraiment des drames que je constate malheureusement tous les jours dans mon cabinet. Donc la première chose, c'est la gestion du stress. On vit dans une société où il faut aller vite, on n'a plus le temps de rien faire, on n'a plus le temps de s'occuper de nous, il faut faire tout à toute vitesse. Et donc, c'est pas enfoncer une porte ouverte que de dire gestion du stress. Du stress, c'est un indispensable. Et pour cela, ça repose sur une organisation de son quotidien. Donc c'est revoir un peu tout son planning, définir ses priorités, c'est refaire un point sur sa vie, définir les priorités, savoir dire non pour ne pas surcharger son emploi du temps, planifier et anticiper, donc ça s'appelle donc la planification de son emploi du temps, ne pas ajouter des choses qu'on ne pourra pas faire et qui vont finalement être un facteur de stress, savoir déléguer et faire plutôt des monotâches, c'est-à-dire que vous faites une tâche et pas une autre à côté, comme je vois souvent. Et surtout, passer du moment pour soi. Ça, c'est hyper important. Si vous arrêtez pas un instant, si vous déconnectez pas, si vous déconnectez pas, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas vos téléphones portables, vos ordinateurs, etc., eh bien, vous passerez à côté de votre vie. Il y a beaucoup de gens qui disent, docteur, c'est incroyable ce que vous dites. Je viens de me rendre compte que je suis passé complètement à côté de ma vie. J'ai pas vu mes enfants, j'ai pas profité de nos enfants, de ma femme. Finalement, j'ai été toute la journée, toute ma vie dans la tête dans le sac, dans mon travail. Et voilà, maintenant, j'en suis à vous consulter et à me plaindre de plein de douleurs partout. Alors effectivement, je crois que c'est un point capital. S'occuper de soi, de prendre soin de soi. La réduction de l'impact du stress est important parce que, comme on l'a compris, le stress, c'est un bouton volume des contractions musculaires et donc des douleurs. Donc on peut, dans ce stress, après avoir vu la réorganisation de sa vie de tous les jours, c'est de travailler, de se reposer sur des techniques de relaxation et donc de détente qui vont avoir un effet indirect sur la tension musculaire. Donc il y a plusieurs moyens pour cela. On peut utiliser la relaxation en musique. Il y a une méthode qui est extrêmement importante et intéressante et qui apporte des résultats intéressants, mais à condition d'y passer un peu de temps, c'est la méditation, la visualisation. Donc ça demande d'être acteur vraiment de sa prise en charge et vraiment de prendre du temps. C'est ce que je disais auparavant. On avait parlé de l'hypnose, mais l'hypnose, elle peut amener également à l'auto-hypnose. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre chambre, votre bureau, ou dans un coin tranquille, finalement prendre en charge votre état émotionnel et le contrôler, le gérer. On a parlé des huiles essentielles, je ne vais pas y revenir. Il y a toute la réflexologie et massage qui peut également débloquer certaines situations. Et surtout, toutes ces méthodes-là doivent se faire dans un mode de déconnexion, c'est-à-dire complètement coupé du téléphone portable, enfin bon, de tous les éléments connectés qui finalement vous connectent au monde, mais pas à vous-même. C'est ça le problème de ces objets. Ensuite, on peut voir
les traitements ou les préventions qui reposent sur les postures antalgiques et protectrices. Et je crois que ça concerne évidemment tout le monde, hein, même moi. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, comment vous allez vous positionner devant un ordinateur? Comment vous allez faire le ménage? C'est pour ça que je ne le fais pas. Comment faire la cuisine? Ça, j'aime bien. Comment faire le jardinage? Comment monter dans une voiture? Comment se mettre dans son lit? Et la sexualité. Donc, on va voir tout ça. Donc, on va prendre le cas le plus fréquent qui concerne une grande partie de la population. C'est comment se positionner devant un ordinateur. Ça, c'est absolument concret. Lorsque vous êtes devant un ordinateur sur un bureau, il faut veiller à ce que l'écran, le bord supérieur de l'écran, se projette au niveau du front, au niveau de l'ongle frontonasial. On va dire au niveau du front pour faire simple. Ça, c'est la première chose. Il faut également que le siège, l'assise du siège soit inclinée, de sorte que l'angle que fait le tronc avec les fémurs soit de 120 degrés à peu près. Il faut que l'angle de la hanche soit ouvert, avec un dossier droit. Il faut également veiller à ce que la main soit alignée, le poignet soit aligné avec le coude et repose sur la coudoir. Il ne faut pas que le coude soit bas, parce que sinon vous allez sursolliciter cette zone et entraîner un syndrome du canal carpien, par exemple. Donc se surélever pour être à l'aise et en équilibre. Et surtout, se lever régulièrement. On va dire toutes les 30 à 40 minutes, il faut se lever, faire un tour et faire des exercices d'étirement. Ça, c'est ce qu'on peut conseiller sur un poste de travail avec un ordinateur, et ça concerne beaucoup de monde. Maintenant, comment peut-on faire le ménage en ménageant son dos? Eh bien, il faut éviter de manière générale les bras de levier. Je vais vous donner un point de repère. Par exemple, lorsque vous êtes allongé, il faut savoir que sur le disque L5S1, donc le disque qui articule le sacrum à la colonne lombaire, vous avez, sur un individu de 75 kg à peu près, vous avez une pression de 25 kg. Lorsque vous levez, cette pression augmente à 50 kg. Et lorsque vous penchez un petit peu comme ceci, la pression monte à 100 kg. Si vous essayez et que vous penchez encore un peu plus, vous arrivez à presque 200 kg. Et si en plus vous portez une charge devant vous, ce qui crée un bras de levier, là vous allez dépasser presque 300 kg. Donc c'est très important d'éviter les bras de levier, c'est-à-dire de vous pencher, de prendre un objet loin de vous, plus il est loin, plus vous allez créer un bras de levier, et de vous relever comme ceci. Là, vous allez augmenter de manière phénoménale la pression sur les disques. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les disques restent le plus longtemps possible intacts. Et ils ne vous embêtent pas. Donc, dans le ménage, et de manière générale, il faut éviter les bras de levier. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un balai, il faut éviter de faire ce geste-là. Ce qu'il faut, c'est faire une fente avec ses jambes, mettre un appui devant pour court-circuiter l'effet de levier. Et après, vous pouvez passer votre balai, votre aspirateur, comme ceci. C'est qu'en mettant ma jambe devant, je diminue l'effet de levier, je protège mon dos. Ça, c'est une attitude qui est fondamentale pour éviter de se flinguer le dos. Nous allons aborder le jardinage. Il est recommandé d'effectuer cette activité à genoux, ce qui permet de creuser sans effort, en tout cas pour le dos, de planter. Également, on peut se mettre en position accroupie, notamment pour les profils de dos, on va dire de type 4. Vous vous souvenez de la classification dont on a parlé tout à l'heure, c'est les gens qui ont des courbures extrêmement prononcées. Le fait de les mettre en position accroupie soulage les articulations postérieures et diminue souvent la sensation de douleur lombaire. Alors la cuisine, qui est une activité que j'apprécie particulièrement, elle s'effectue debout en général, parfois assise. Mais si vous êtes debout, pareil, il faut ne pas hésiter à mettre le pied sur un tabouret qui est haut de 15 à 20 cm, ou de s'appuyer contre le plan de travail pour éviter justement les fameux bras de levier que l'on veut absolument contourner. Maintenant, la position assise, comment s'asseoir correctement? Comment peut-on savoir qu'on est assis de manière confortable? Le mieux, c'est de se mettre sur un tabouret, avec le niveau du bassin qui est légèrement plus haut que celui des genoux. Et ensuite, en fonction du profil de rachis que l'on a, et j'en reviens toujours sur ce fameux profil, si on a un profil plutôt hyper courbé, il faudra s'asseoir sur le bout du tabouret, se mettre en équilibre sur le bout des fesses, et vous allez trouver très naturellement l'équilibre, en vous fléchissant légèrement pour soulager les articulations postérieures. Une fois que vous avez trouvé cette position-là, vous enfoncez sur le siège, et vous mettez en position légèrement penchée en avant, ça va soulager les articulations postérieures. Si par contre vous avez des problèmes discaux, parce que vous avez un dos un peu trop droit, il faudra plutôt augmenter la lordose, le creux que vous avez dans le dos, qu'on appelle une lordose.
Donc vous allez un peu creuser votre dos, et là vous allez trouver votre position d'équilibre si vous travaillez devant une table de bureau. Donc en fait, pour résumer, vous allez faire une antéversion du bassin lorsque vous avez des problèmes d'articulation postérieure, en position assise, et vous allez plutôt faire une rétroversion du bassin si vous avez des problèmes discaux. En voiture, ça concerne tout le monde. Donc il faut éviter d'entrer dans sa voiture comme James Bond. Il faut plutôt, vous ouvrez votre porte, vous asseyez sur le bord du siège, et à ce moment-là, vous pivotez en monobloc pour vous glisser dans votre siège face à votre volant. Ensuite, vous réglez les appuis, l'appui lombaire. L'inclinaison du siège ne doit pas trop exagérer, sinon vous allez faire des efforts pour essayer de vous relever, et vous allez avoir des tensions musculaires qui vont s'exercer, et donc des douleurs qui vont se développer durant votre trajet. Donc il faut mettre la position du dossier en position neutre, avec un bon calage lombaire. Ensuite, pour descendre de la voiture, c'est pareil. Vous faites un pivot en monobloc, vous sortez les jambes, vous accrochez au montant de la voiture pour vous extraire de la voiture. C'est de cette manière-là qu'on va éviter les mouvements de torsion, également les bras de levier qui vont s'exercer sur votre rachis. Au lit. Au lit, pareil, on ne se lève pas comme fait le monsieur sur la photo. Pour se lever, il est recommandé, même qu'on n'a pas mal au dos, hein, c'est pour tout le monde, de se mettre sur le dos, au bord du lit, de plier les genoux, les jambes, de basculer sur le côté en gardant cette angulation entre le tronc et les jambes, de faire descendre, de sortir les jambes du lit. Donc les jambes, en sortant du lit, vont créer un levier qui va vous faire basculer en position assise, et là, vous vous levez doucement. Pour se remettre au lit, vous vous mettez assis au bord du lit, vous reculez sur le bord du lit, vous couchez sur le côté, en gardant une angulation à 90 degrés entre le tronc et les jambes. Donc vous êtes en position fœtale. Et après, vous retournez en monobloc dans votre lit pour vous retrouver sur le dos. Et si vous voulez faire votre lit, eh bien, on recommande de faire le lit en position à genoux. Ce qui permet vraiment de limiter les phénomènes de bras de levier. C'est toujours le même problème. Maintenant, la sexualité, qui est beaucoup plus fun comme sujet. Et il est à éviter en phase aiguë. En général, quand on a très très mal au dos, on n'a pas trop envie de s'adonner à ce type d'activité. La libido est plutôt en berne. Donc la position ensuite en phase subaiguë ou chronique, la position dépendra de l'origine des douleurs. Si c'est une d'origine discale, et on en revient toujours au profil de dos, comme tout à l'heure, si c'est des douleurs discales, il faudra favoriser plutôt l'hyperlordose. Parce que ça va ouvrir le disque devant, ça va le fermer derrière, et ça va diminuer la pression sur le disque. Par exemple, la levrette pour un homme. L'articulation postérieure, si c'est plutôt une douleur qui est liée à des articulations postérieures, donc chez des sujets qui sont plutôt cambrés, donc qui sont en lordose, on va plutôt favoriser la syphose. Par exemple, la position de la cuillère, c'est bien d'ailleurs pour les deux types de dos, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est une bonne occasion pour redécouvrir un ouvrage très célèbre qu'on appelle le Kama Sutra. Après avoir étudié les facteurs, la correction de facteurs de risque, les traitements non médicamenteux, maintenant il est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer son dos, c'est-à-dire pour le rendre moins vulnérable et moins sujet aux récidives de douleur. Et donc ça repose essentiellement sur la rééducation et la pratique de sport que nous allons voir. Tout d'abord, la rééducation. Tout le monde connaît le kinésithérapeute. En général, le kinésithérapeute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lutter contre les tensions musculaires en faisant du massage, en faisant de la stimulation électrique transcutanée, en mettant des choses froides, des chaudes ou froides sur les zones douloureuses. Et une fois qu'il aura à peu près contrôlé la douleur, il va refaire des mouvements, retrouver de l'amplitude, et dans un dernier temps, faire du renforcement, du maintien musculaire, en travaillant surtout sur les muscles spinaux et abdominaux. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est soulager, étirer et redonner de la mobilité. Dans la sous-catégorie rééducation, on peut trouver ce qu'on appelle la méthode Mackenzie. Mackenzie, c'est un rééducateur néo-zélandais qui a créé ça, je crois, dans les années 50, et qui a mis au point cette méthode qui s'adresse surtout aux douleurs mécaniques. Vous savez, par exemple, le patient hyperlordosé qui a mal au dos, eh bien, lui, c'est un très bon candidat pour utiliser cette méthode Mackenzie. Donc, ce qui est bien avec la méthode Mackenzie, c'est que partout dans le monde, ils utilisent exactement la même grille d'évaluation. C'est-à-dire qu'un monsieur qui fait un Mackenzie en Sibérie
il peut causer avec un type, un Mackenzie en Australie, ils auront exactement la même grille d'évaluation, ils pourront parler du patient de la même façon. Et en fait, le travail va se faire plutôt en exagérant certaines courbures. Le Mackenzie va essayer de trouver quelle position va créer la douleur et surtout la centraliser, c'est-à-dire la mettre dans un point particulier, la mettre au milieu. Par exemple, si je me mets en hyperextension, si je sens une douleur apparaître, au début, imaginons que j'ai une douleur à droite ou à gauche, je me mets en extension, je sens la douleur qui commence à apparaître et elle commence à se remettre un peu au milieu. C'est ce qu'on appelle une centralisation. Et c'est un bon test pour dire que cette méthode-là va être très bénéfique, très profitable pour moi. À l'inverse, si je fais cette méthode, c'est ce geste qui recrée la douleur et que je sens une douleur qui part dans la fesse, dans la jambe, ce sera probablement une méthode qui sera peu intéressante, mais qu'on va essayer quand même d'employer, mais elle sera peu intéressante. Donc en fait, le travail va être en flexion, en extension, en inclinaison. On va chercher la position qui crée la douleur et surtout qui va la centraliser dans un point précis. Et ensuite, on va faire la répétition de ce mouvement, avec au début une exagération, une exacerbation possible de la douleur, mais à force de répétition, cette douleur va diminuer et c'est extrêmement efficace, notamment sur les douleurs d'origine efficace. Il y a la méthode Mézières, que vous avez probablement entendu parler, qui est une rééducation des chaînes musculaires en général et en particulier postérieures, donc les muscles qui s'insèrent sur le rachis derrière, les muscles spinaux, on les appelle comme ça parce qu'ils s'insèrent sur le rachis dans sa totalité. Il vise à relâcher les tensions musculaires et à corriger les déviations du rachis, pareil en étirement et en recorrigeant les attitudes vicieuses, entre guillemets, qui peuvent entretenir les douleurs. Donc vous avez également une discipline qui s'appelle l'ostéopathie, qui est souvent pratiquée par des kinésithérapeutes, mais pas seulement, ça peut être également des médecins généralistes ou spécialistes, dont le but est de localiser et de corriger des lésions biomécaniques vertébrales. Alors comment? En faisant des mouvements de réajustement. Alors dans le sujet qui nous intéresse, notamment dans l'arachis lombaire, on a souvent des problèmes d'ajustement entre les facettes articulaires. Ça crée donc des douleurs lombaires, c'est le sujet du jour, parfois des douleurs qui se projettent dans la jambe sans que le nerf soit comprimé. Et donc le rôle de l'ostéopathe, c'est justement de réajuster par des manœuvres, des manipulations, les facettes articulaires, de les remettre, les aligner, pour que ça fonctionne normalement. Le chiropracteur, lui, il n'est ni kiné, ni médecin, ni rien, il est surtout chiropracteur, il a un diplôme d'État national. Et lui, il a plutôt une vision globale et holistique du fonctionnement du corps. Il va plutôt s'intéresser à la relation entre le système nerveux et les lésions bloquantes ou douloureuses du patient. Donc lui, il va plutôt essayer de rétablir les influx nerveux, la circulation de l'énergie et de l'influx de la partie centrale cérébrale vers la périphérie, mais également il fait quelques manœuvres d'ajustement, de réalignement. Et donc je pense que ces deux méthodes sont complémentaires et sont très intéressantes pour les patients lombalgiques. En ce qui concerne la pratique sportive, la question qui nous est posée, c'est de savoir est-ce que je peux faire tous les sports? Et d'abord, quel intérêt de faire du sport? Eh bien, la première, je voulais exposer il y a quelques instants, c'est que ça favorise la sécrétion d'endorphines qui réduit la douleur. En fait, vous fabriquez une espèce d'opium tout seul, vous êtes un laboratoire clandestin de stupéfiants en faisant une activité sportive. Donc pourquoi s'en priver? Et en plus, c'est tout à fait légal. Alors maintenant, concernant la question, est-ce que je peux faire tous les sports ou pas? En fait, on peut faire tous les sports, mais à condition que ce soit absolument adapté à notre condition physique, c'est-à-dire ne pas trop en faire, mais également qu'on maîtrise bien la technique. Je prends un cas caricatural, par exemple le golf, qui est un sport en rotation brusque. Si vous maîtrisez pas bien, si vous n'êtes déjà pas bien préparé physiquement, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait de renforcement musculaire, d'assouplissement, de sport de fond pour le cardio, et surtout vous ne maîtrisez pas la technique de frappe d'une balle, là c'est certain que vous allez vous exposer à des ennuis et voire plus si affinité. Donc ça nécessite de bien maîtriser et de ne pas hésiter à faire appel à un coach sportif qui est formé à ce genre de choses. En fait, on peut faire tous les sports, mais en évitant les pressions, les sports qui exercent des pressions sur les vertèbres, genre je saute en parachute, j'atterris comme un sac à patates, c'est sûr que là vous allez abîmer vos vertèbres. Ou des sports qui entraînent des bras de levier ou des torsions, comme le golf, le tennis, le rugby. Mais rien ne vous empêche de le faire. Moi-même qui ai été opéré du dos et lombalgie chronique, je joue au rugby et au contraire ça me fait beaucoup de bien parce que je me prépare physiquement avant et j'étudie la technique pour passer des balles, etc.
Donc rien n'est interdit, simplement il faut le faire avec raison et technique. Maintenant, en ce qui concerne le sport phare dont tout le monde nous parle, docteur, est-ce qu'il faut que je fasse de la natation? Alors, pas forcément, mais enfin, si vous voulez faire de la natation, on nous parle souvent, il faut éviter la brasse, il faut éviter je ne sais pas trop quoi. En fait, non, tout dépend du profil de dos que l'on a. La brasse, ça nous courbe, ça nous hyperlordose. Donc, c'est à éviter chez les patients qui sont déjà en position, qui ont déjà un dos lordosé. On va plutôt, ces gens-là, donc le type 4 qu'on a vu tout à l'heure, qui sont avec des courbures très, très exagérées, on va plutôt leur demander de faire du crawl sur le dos, ou du crawl normal, mais pas de la brasse. Inversement, les gens qui ont des problèmes disco, on va plutôt leur demander de faire de la brasse si vraiment ils veulent faire de la natation. Donc vous voyez, la natation, oui, on peut la faire, et le type de nage dépend du type de dos que l'on a, et est-ce que ça atteint le disque ou l'articulation. Maintenant, on va aborder l'hygiène de vie qui est un facteur essentiel, et qui consiste dans un premier temps à réduire et supprimer les addictions. Alors je me répète, le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues, les médicaments qui induisent un stress oxydatif et donc une inflammation chronique. À ce sujet, il est intéressant de prendre des substances comme l'acétylcystéine glycine qui permet de lutter contre ces formes d'addiction, qui diminue les facteurs d'inflammation, et également qui améliore la pénétration du glucose dans les cellules. C'est très intéressant notamment pour les patients qui ont une intolérance au glucose, ou diabétiques ou prédiabétiques. Ce sont des substances qui permettent la pénétration, qui améliorent la tolérance du glucose dans la circulation. Ça facilite la résistance psychique à un manque et un moyen d'empêcher l'apparition de symptômes de dépendance. Oui, effectivement, ces substances qui sont à la limite du médicament permettent ce genre de choses. Et en plus, ce qui est intéressant, ça permet la diminution de la toxicité de certaines substances au niveau du foie. Vous savez, le foie est une usine à détoxifier. Et si vous commencez à charger le foie à détoxique, il va se charger en graisse et après vous allez avoir une insuffisance hépatique qui peut mal se terminer. Et donc l'acétylcystéine, la glycine permet d'éliminer le paracétamol, mais aussi également l'alcool, à condition d'arrêter l'alcool bien sûr. Pour le surpoids, on nous dit mais d'accord, quel est le poids idéal, le poids idéal pour donc en fait le poids idéal il n'y en a pas, c'est le poids idéal, il y a le point de forme, il y a l'IMC qu'on peut calculer qui est le rapport entre le poids et la taille. Mais en gros, les apports caloriques, on va plutôt parler des apports caloriques. Il est recommandé 2400 calories par jour pour un adulte, un homme, et plutôt 2000 calories pour une femme. Et après, tout dépend de l'activité. Bien sûr, un sportif de haut niveau va demander plus de calories pour qu'il puisse pratiquer son sport favori. Les calories ne sont pas le seul aspect nutritionnel qu'il faut prendre en compte, mais également la qualité des nutriments, on en a parlé, et ne pas négliger l'apport en fibres et en minéraux qui agissent sur l'appétence, et donc qui diminuent l'appétence et donc l'apport calorique. Et éviter les aliments industriels transformés qui ne calment pas longtemps la faim et qui poussent à manger plus, et qui augmentent en plus la glycémie et qui vous prédisposent au diabète en plus du surpoids. On va parler donc des aliments qui pourraient être intéressants et nous protéger justement du surpoids et du mal-être, on va dire, et qui peut améliorer le métabolisme de l'organisme. Il y a ce qu'on appelle le régime d'Okinawa et méditerranéen, sur lequel on a longuement publié, et notamment Michel Delorgerie, qui a été un grand spécialiste du régime méditerranéen. Donc dans ces régimes-là, on consomme plus de céréales, peu de viande, plus de produits laitiers, car les produits laitiers sont inflammatoires, ça a été prouvé à plusieurs reprises, et repose sur l'absorption de poissons, gras, de fruits, légumes, d'huile d'olive. Et on trouve également une absence de produits industriels qui, comme je l'ai dit, sont très nocifs car ils sont très salés et également sucrés, parce que le sucre c'est un réhausseur de goût. Donc évitez les produits industriels. Ensuite, l'utilisation d'antioxydants naturels ou par rapport externe, enfin par complément alimentaire, sont également à favoriser. Et ça permet de favoriser contre l'inflammation, de lutter contre l'inflammation, et également de lutter contre les problèmes de manque de perfusion des tissus. L'inflammation, c'est la mort, quasiment, si elle est chronique. Alors donc, qu'est-ce qu'on a comme antioxydants bien connus et efficaces? C'est les vitamines, le A, C, E, le zinc, le sélénium. Les protéines qui neutralisent les radicaux libres. Vous savez que les radicaux libres sont des substances qui font exploser quasiment les cellules. Donc les protéines qui les neutralisent, on en a parlé, le glutathion. Également les enzymes, les superoxydes dismutase.
On peut les trouver où tout ça? Tout ce que je viens de vous annoncer, les vitamines A, C, zinc, glutathion, enzymes et compagnie, on peut les trouver dans les fruits et légumes déjà, dans une alimentation variée, de couleurs surtout différentes, bio ou sauvages, qui apportent également du polyphénol, comme par exemple les tomates. C'est un antioxydant naturel efficace, dont il faut abuser. La vitamine A, on la trouve dans le beurre cru, par contre. La vitamine C, on la trouve dans les agrumes, les fruits, le brocoli, le poivron. La vitamine E, qui est l'antioxydant par excellence, dans les amandes, les noisettes, l'huile de colza. Alors le sélénium, on le trouve plutôt dans les noix du Brésil, le poisson de mer, le shiitake, donc les champignons. Le zinc, eh bien, on le trouvera avantageusement dans les huîtres, les abats, le pain complet et les œufs. Et la glycine cystéine, qui est le précurseur du glutathion, qui est un élément détoxifiant pour le foie, on trouvera dans les œufs et les viandes maigres telles que la dinde. Il faut effectivement, et je conseille, de modérer sa consommation de produits laitiers. Ça va à l'encontre de ce qu'on entend, il faut consommer, je ne sais pas combien, 3 produits laitiers par jour. Ça, c'est une propagande de l'industrie laitière qui, au départ, était conçue pour écluser tous les stocks, la surproduction. Et malheureusement, ça nous est resté, et cela a des conséquences préjudiciables pour l'os. Pourquoi? Parce que les produits laitiers sont inflammatoires. Et surtout, contrairement à ce qu'on pense, ne réduisent pas le risque fracturaire. Et ça a été démontré dans les populations du nord de l'Europe, notamment en Suède et en Norvège, donc des populations qui sont très consommatrices de produits laitiers. Eh bien, on a un taux de fracture ostéoporotique qui est très largement supérieur aux populations qui en mangent, qui en consomment pas ou peu. Donc on vous dit, oui, il faut du calcium, effectivement, dans l'os, il y a du calcium, mais il faut savoir que l'os, ce n'est pas un élément statique. Pour stimuler un os, il faut faire de l'activité, et dans l'os, il faut savoir qu'il y a des cellules qui bouffent l'os, et des cellules qui construisent de l'os. Donc il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Donc il leur faut du carburant, de l'énergie, mais il leur faut également du collagène, parce que ces cellules-là sécrètent, mangent et sécrètent des cellules, du calcium, pardon, la structure osseuse, sur des fibres de collagène. Donc l'alimentation très importante pour le collagène, mais également a besoin de calcium. Alors si on ne peut pas prendre trop de produits laitiers, que faire? Eh bien le calcium, on le trouve en quantité importante dans les légumineuses, comme les pois cassés, les lentilles, et ce calcium-là a l'avantage d'être facilement absorbé par le tube digestif et surtout de ne pas entraîner d'état inflammatoire. Les autres sources de calcium, on les trouve dans les sardines, le tofu, les amandes, épinards, oranges, kiwis. Et pour que tout cela soit bien consolidé, il faut la vitamine D, bien sûr, la vitamine D3 en particulier. Et il faut savoir qu'on fabrique notre propre vitamine D en s'exposant au soleil. C'est l'action des UV sur la peau qui va entraîner la transformation du cholestérol en noyau stérol et qui va évoluer ensuite par un métabolisme à la formation de vitamine D et qui va entraîner la fixation du calcium sur le squelette. Donc ne pas hésiter à abuser du soleil en évitant les coups de soleil. Le soleil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la vie, c'est bon pour la vitamine D. La nutrition nous oblige également à aborder le tube digestif dans sa globalité, mais également sur son aspect d'absorption des nutriments et notamment aborder les problèmes de paroi, la paroi intestinale, qui est constituée de villosités à travers lesquelles vont être absorbés les nutriments et ensuite qui partiront dans la circulation générale. Il y a un problème avec le gluten, car le gluten actuel, qui sert à donner une consistance à la pâte qui va faire le pain et à faire gonfler le pain, est plutôt en augmentation progressive en termes de quantité, ce qui entraîne également une dégradation de la paroi intestinale, donc qui la rend plus poreuse, et donc qui permet à certains agents indésirables, voire même infectieux, de passer à travers et ensuite de circuler dans la circulation générale et entraîner un état inflammatoire plus ou moins chronique. Donc il faut absolument limiter tant que se peut sa consommation en gluten afin d'éviter que la paroi intestinale devienne, je dirais, un hall de gare où tout le monde peut passer sans problème. Donc les compléments alimentaires sont plutôt utiles lorsque nous sommes en carence ou même lorsqu'on pense ne pas l'être. Il faut savoir que les aliments par rapport à il y a 20 ans, 30, 40 ans ont perdu de leur qualité nutritive et il est également de ce fait intéressant de pouvoir
utiliser quelques compléments alimentaires qui reposeront toujours sur l'absorption de fibres, également surtout d'antioxydants. Pour terminer sur le chapitre des vitamines oligo-éléments, je ferai juste une petite parenthèse sur la vitamine C qui réduit le stress, l'anxiété et la fatigue. Toutefois, il ne faut pas dépasser 500 mg par jour. La vitamine C est également intéressante dans les pathologies, on va dire, cancéreuses. Ça a été démontré que l'absorption à forte dose pouvait limiter la prolifération de cancers, mais malheureusement, elle n'est pas suffisamment utilisée et prescrite dans le domaine de la cancérologie. La vitamine E, qui est donc l'antioxydant le plus connu, c'est 15 mg par jour, et le zinc, pareil, 15 mg par jour. Vitamine D, on me pose souvent la question, est-ce qu'on risque un surdosage? Ça dépend. En fait, le dosage dépend de la masse corporelle, surtout du poids. En fait, comme souvent tous les médicaments, le dosage, la posologie, donc la quantité de produits à prendre par jour, elle dépend du poids. Et pour avoir une quantité de vitamine D optimale, il est recommandé plutôt de prendre 75 unités par kilo de poids corporel, ce qui est largement au-dessus des recommandations faites. En fait, on est vraiment carencé si on suit les directives actuelles. Donc 75 mg est plus proche d'une réalité métabolique qu'en dessous. Eh bien, je vous remercie de votre attention et nous allons peut-être aborder dans quelques vidéos complémentaires quelques bonus.